Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine de géopolitique de France Info et de France 24. Qui s'intéresse au génocide au Rwanda aujourd'hui et à ce titre, attention, certaines images peuvent choquer. On va en parler avec l'écrivaine rwandaise scolastique Mukasanga. Le Rwanda, Sébastien, c'est un petit pays enclavé d'Afrique de l'Est. On va regarder un petit peu sur la carte. Le voici, ce pays et sa capitale, Kigali. Petit pays avec 12 millions d'habitants. Petit pays d'une superficie équivalente à peu près à celle de la Bretagne, 26 000 km². En revanche, contrairement à la Bretagne, pas d'accès à l'océan. Il faut faire 1500 km d'une route caoteuse pour arriver au port de Mombasa, au Kenya. Nous sommes dans la région des Grands Lacs, ce qui explique ce paysage verdoyant, vallonné. On a appelé le Rwanda la Suisse de l'Afrique. C'était un paradis sur Terre qui a, d'une certaine manière, connu l'enfer. Le 6 avril 1994, l'avion présidentiel est abattu. Cet avion abattu dans des circonstances troubles, et voici, et le lendemain, 7 avril, eh bien, débute le génocide parce qu'à son bord, il y avait deux chefs d'État, celui du Rwanda et celui du Burundi. Les massacres de masse s'emparent alors du Rwanda. La mort est partout, à tel point qu'il y a une image ici en direct de ce massacre en train d'être perpétré qui résume peut-être l'horreur. Un homme en train d'en tuer un autre en pleine rue, et ce, dans l'indifférence générale. Personne n'est épargné, les femmes, les enfants, les bébés, tous sont tués. On est là dans la définition d'un génocide, une intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, les Tutsis en l'occurrence. Au moins 800 000 morts, mais peut-être plus d'1 million à en croire un recensement fait par l'État rwandais qui évoque cette statistique effroyable. À un moment, pendant ce génocide, on tuait 447 personnes chaque heure et ça a duré 100 jours. Il y a un massacre qui a marqué les esprits. Il s'est passé à l'église de Nyamata, un grand massacre. Regardez ce reportage de Dorothée Olyric, grand reporter à France 2. Le pays entier sent la mort et la barbarie. Mais si l'on devait retenir un seul nom, si l'on devait retenir une seule histoire, ce serait celle de Nyamata. Avant, dans ce petit village du sud du Rwanda, on entendait le rire des enfants. Et puis un jour, la radio du gouvernement a commencé ses appels au meurtre des Tutsis. Quand ils ont couru pour se réfugier dans cette église, ils savaient déjà que la peau d'un Tutsi ne valait plus très cher. Mais ils voulaient prier. Et puis, les miliciens sont arrivés. Ils ont lancé des grenades, ils ont tiré avant de massacrer hommes, femmes et enfants à la machette. Elle est de l'ethnie, ça se voit très bien. On a barré le reste. Tutsi. Insoutenable vérité, insoutenable témoignage aussi, ils sont une poignée à avoir survécu. Je croyais que les Hutus et les Tutsis étaient frères, mais les événements ont montré tout autre chose. Je me suis cachée pendant 7 jours parmi les cadavres, et dès que j'ai pu, je me suis enfuie. Toute ma famille a été massacrée. Si j'en étais capable, si je pouvais, je me vengerais. La vie reprend tout doucement à Nyamata sous la protection des rebelles du Front patriotique rwandais. Mais l'histoire de ce village se reproduit encore chaque jour, loin du monde, loin des caméras. Avec nous sur ce plateau scolastique, Mukasanga, bonjour. Bonjour scolastique Mukasanga. Vous êtes écrivaine rwandaise, vous avez obtenu le prix Renaudot pour votre livre Notre-Dame du Nil. Merci d'être avec nous. Votre famille a été assassinée dans ce village, Nyamata, 25 ans après. Qu'est-ce que vous ressentez? De la tristesse, de la colère, de la révolte? Tristesse, colère, révolte. Tristesse, oui. Révolte, oui. Colère, non. Vous n'êtes plus en colère? Je n'ai jamais été en colère. Parce que la colère, c'est très négative. La colère pourrait faire écho au rancœur, à la haine. Et je ne pouvais pas me laisser aller dans cette dimension. Parce que je suis de Nyamata, c'est tout ce que j'ai connu. Je suis arrivée à Nyamata, j'avais 3 ans. On a été... j'ai grandi avec mes parents qui ont fait tout pour me protéger,
pour me protéger de la haine, pas pour m'aveugler, pas pour me cacher la réalité qui était au quotidien de persécution, de discrimination, de massacres, parce qu'à Nyamata, le génocide est venu faire une forme d'explosion de ce qui existait déjà à petite échelle. Il y a un homme qui dit, si je pouvais me venger, je le ferais. Vous avez eu ce sentiment de vengeance? Vous avez dit que Le Comte de Monte Cristo était votre livre de chevet. Oui, oui, mais Le Comte de Monte Cristo, ce n'était pas pour la vengeance. Ça ne m'intéressait pas pour la vengeance. Ça m'intéressait pour retrouver le chez moi, pour retrouver mon pays, pour retrouver la dignité, pour rentrer chez moi, pour sortir de la prison. Parce que tout ce que j'avais vécu jusque-là, c'était la prison. J'étais là en prison à Nyamata, j'étais en prison à Notre-Dame et des Citeaux, où il y avait cette hypocrisie de la religion catholique, où il y avait la discrimination, il y avait l'apartheid. Quand on voit dans mes personnages de Notre-Dame et du Nil, quelque part, c'est le moment quand je l'ai écrit, parce que j'avais eu la chance d'écrire ce livre sous forme de fiction, mais au bout du compte, quand même, la réalité, c'est qu'après, en faisant des rencontres, des missions comme aujourd'hui, je me suis rendu compte que le personnage de Virginia me ressemblait beaucoup. Donc, il y a eu cette discrimination. C'est l'origine du génocide. Dans ce génocide, Scholastique Mukasonga, le viol est aussi une arme de destruction massive. Il y a ce reportage que je vous propose de regarder de journalistes de France 24, Julie Dungeloff et Robert Parson. Ils ont rencontré des enfants qui sont nés du viol. Mon histoire commence en 1994, pendant le génocide contre les Tutsis. Elle s'appelle Jocelyne. Elle a 23 ans. Elle est née quelques mois seulement après la fin du génocide, du viol de sa mère. Une arme de destruction largement utilisée. Au moins 250 000 femmes Tutsis auraient été violées en à peine 100 jours. L'histoire ne dit pas combien d'enfants sont nés de ces viols. Après le viol, ma mère a tenté de surmonter cette tragédie, mais elle continuait à être persécutée. Elle a mis du temps à comprendre qu'elle était enceinte de moi. Ma mère a essayé de prendre les médicaments pour avorter. Malheureusement, mon fœtus a résisté. Elle m'a finalement mise au monde et a longtemps caché sa grossesse car elle avait honte. Quand je suis née, ma mère ne m'aimait pas beaucoup. À cette époque, sa mère a 20 ans. Toute sa famille a été massacrée. Elle doit assumer seule son enfant, sans revenu, sans aide. Il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer à aimer ma fille. Nous avons traversé des moments très difficiles. Je pense que mon histoire est différente des autres. Dans le village où je vivais au moment du génocide, à l'endroit où j'ai été violée, des hommes ont tué ma petite sœur. Et l'homme qui m'a violée est aussi l'homme qui a violé et tué ma grande sœur. Ma fille m'a dit qu'elle n'était pas responsable de sa naissance, qu'elle n'était pas responsable du viol, que je ne pouvais pas la détester. J'ai essayé de lui dire que j'avais tenté d'avorter. Ça nous a pris du temps pour nous aimer. Elle m'a finalement pardonné. Nous nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Scholastique Mukasonga, on est 25 ans plus tard. C'est le seul génocide de l'histoire où les bourreaux et les victimes cohabitent encore. Le pardon, est-ce que c'est possible? Le pardon, non, on n'allait pas trop vite. D'abord, on pardonne à celui qui vous a demandé pardon. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour prendre l'exemple, moi, quand je suis retournée dans ce petit village de Nyamata, à Gitagata, où j'ai grandi, dans mon désespoir de chercher, de trouver dans mon... Comment je peux dire? Des racines, des réponses? Non, comment
J'étais perdue, au fait. J'arrive, donc, parce que ce n'est pas que les humains qu'on a tués, on a tué aussi toute trace de leur existence. Je cherchais absolument une trace quelque part. Déjà, pour reconnaître les liens, ça avait été très difficile. Et puis, dans la recherche, je suis tombée dans une habitation et je me suis rappelé qu'en 86, quand je suis revenue rapidement à la maison, où j'ai été obligée de façon de partir dans la nuit parce que les parents avaient peur, pour dire au revoir parce que je quittais le Burundi pour aller à Djibouti. Mes parents avaient fait une petite fête quand même autour de la cruche de bière de sorgho et on m'avait dit on va inviter le voisin. Alors, nous avons de nouveaux voisins. Et il y avait vraiment, c'était dit sous silence. Parce qu'à cette époque-là, on avait fait venir des gens de Ruyengeli, de l'extérieur, pour déjà commencer à préparer le génocide. Parce qu'à Nyamata, on était qu'il y avait une préparation de génocide. Exactement. À cette époque. Alors, je suis tombée chez son voisin. Donc là, vraiment, franchement, c'était... Vous avez une fraction de minute où vous ne pouvez même pas parler. Et là, pourquoi? Mon beau-frère... Parce que vous n'étiez pas préparé. Et vous n'avez pas les paroles. Et vous savez, les paroles, ce n'est pas toujours facile. Hein. Et mon beau-frère, qui est rescapé dans les marais, a dit, voilà, vous avez la fille de Cosima, vous pouvez lui demander pardon. Et j'ai attendu, il n'y a pas eu de mots. Donc, comment voulez-vous qu'on pardonne? On ne nous demande pas pardon. Il y a peut-être... La littérature, c'est une catharsis pour vous. Il y a aussi la musique, Stéphanie? Avec Stromae, qui a également évoqué ce génocide. Oui, c'est la chanson Papa Outé, tout le monde la connaît. Outé, il lui a rendu hommage, c'était à Kigali, c'était la première fois qu'il en parlait en 2015. La chanson, on la connaît, son histoire peut-être un peu moins, regardez. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Retour dans le monde, dans tous ses états sur France Info. Sur France 24, on évoque les 25 ans du génocide au Rwanda. Et la commémoration du 25e anniversaire du génocide a lieu à Kigali dimanche. Emmanuel Macron n'y va pas. Il envoie Hervé Berville, qui est un député d'origine rwandaise. Il faut dire, Sébastien, que les relations entre la France et le Rwanda sont pour le moins houleuses et compliquées. Un peu d'histoire. Les soldats français sont envoyés par François Mitterrand dès l'automne 1990 pour épauler le régime Hutu face à la rébellion du FPR. À l'époque, ces soldats servent à sécuriser notamment les ressortissants occidentaux qui vont pour la plupart être évacués du Rwanda. Mais dans le même temps, eh bien, les négociations se poursuivent au plan diplomatique. Il y a certes toujours des bruits de bottes, mais on arrive à des accords. Les accords d'Arusha en août 1993 qui prévoit notamment une partition du pouvoir au Rwanda. Sauf que l'attentat de l'avion du président rwandais de l'époque va mettre un terme à tous ces espoirs de paix et précipiter le Rwanda dans le génocide. Nous sommes alors en avril 1994 et il va falloir attendre 3 mois pour que enfin des militaires sous égide de l'ONU, en l'occurrence les Français, débarquent au Rwanda pour une opération humanitaire, l'opération Turquoise à l'été 1994. Et en juillet 1994, des membres du gouvernement Hutu fuient le Rwanda. Regardez ce reportage exclusif pour France 24. Au mois de juillet 1994, les membres du gouvernement intérimaire rwandais fuient la capitale Kigali pour le Zaïre voisin. Composé d'extrémistes Hutus, ce gouvernement est l'artisan du génocide des Tutsis. Le 15 juillet, il se retrouve à Cyangugu, dans la zone humanitaire contrôlée par l'armée française. Paris est alors immédiatement averti par son ambassadeur à Kigali. Voici son télégramme diplomatique. Yannick Gérard demande l'arrestation des responsables du génocide. Nous savons que les autorités portent une lourde responsabilité dans le génocide. Nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter. Le même jour, sur une dépêche de l'agence Reuters intitulée « Paris prêt à arrêter les membres du gouvernement », le secrétaire général de l'Élysée annote ces quelques mots. Lecture du président, ce n'est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre.
Hubert Védrine. À Paris, la décision a donc été prise au sommet de l'État. Aucun responsable ne sera arrêté. Je ne vois pas au nom de quoi la France de l'époque, sauf s'il y avait eu un mandat clair du Conseil de sécurité. Ça aurait été différent. Si on avait dit dans le mandat du Conseil, il y a l'action humanitaire la plus large possible, et puis en même temps essayer de mettre la main, d'arrêter les responsables dont on serait sûr qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé. Le mandat des Nations Unies, il est humanitaire, il n'est pas judiciaire. C'est pas le bras armé d'une cour pénale. Sous couvert de neutralité, la France laissera fuir le gouvernement intérimaire. Une question de droit et même de priorité se justifie l'amiral Jacques Langsade, chef d'état-major des armées sous François Mitterrand. Nous n'avions aucun pouvoir pour nous intéresser, arrêter ou poursuivre des gens qu'on considère aujourd'hui comme étant des gens qui ont participé au génocide. S'occuper des responsables du génocide, ce n'était pas notre problème. Nous n'avions pas c'est pas notre problème, c'est-à-dire que nous n'avions pas le droit de le faire. Ce point de vue contraste donc à l'époque avec celui du ministère des Affaires étrangères. L'Élysée aura le dernier mot. L'ambassadeur Yannick Girard, qui est sur place, qui lui est le politique, qui n'est pas le militaire, pousse Paris et l'état-major de Turquoise à intervenir, à arrêter les responsables, à les arrêter pour les mettre en jugement. À Paris, à ce moment-là, un peu avant, je crois, on a Alain Juppé qui a promis que les responsables du génocide allaient être arrêtés. Et ça bloque, on provoque et organise leur départ, leur évacuation. Ils ne seront pas arrêtés. 17 des 21 membres de ce gouvernement seront par la suite inculpés de génocide au tribunal pénal international pour le Rwanda. C'est un reportage de Michael Stanke et d'Emeline Moreau-Andreu que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur www.france24.com. Scholastique Mukasonga, vous êtes toujours avec nous. Emmanuel Macron vient d'annoncer la composition d'un groupe de chercheurs chargés d'examiner les archives sur cette période du génocide. Qu'en pensez-vous? Il faut le faire? Il faut le faire. On attend depuis très longtemps. On le demande depuis bien des années et des années. Il faut demander quoi? L'ouverture des archives? L'ouverture des archives et connaître la vérité. On ne peut pas, nous, les Rwandais, on essaye de se reconstruire. On se reconstruit très bien. Il y a une unité rwandaise remarquable. Vous parliez tout à l'heure du pardon, mais on a choisi la réconciliation. Donc, on a déjà éradiqué la carte d'identité ethnique. Il n'y a plus de Hutu, il n'y a plus de Tutsi. Il n'y a plus de carte d'identité? Ouais, il n'y a plus de carte d'identité, c'est fini. Il y a des cartes d'identité nationales comme nous, comme vous. Vous êtes une nation. Oui, c'est une nation. Il n'y a plus la mention infâme de Hutu, Tutsi. Donc, on se reconstruit, sérieusement. Mais en même temps, il faut absolument que toutes les ombres soient absolument éclairées. Donc, il y a... vous recherchez la vérité. On cherche la vérité. Donc, on ne peut pas... On s'est reconstruit, mais on cherche encore, pas l'extérieur, à se construire. Il y a beaucoup de personnes, quand même, qui ont trempé beaucoup dans le génocide au Rwanda et qui se cachent encore sur le territoire français. Est-ce qu'il faut des excuses, justement, de la France? Les excuses, pourquoi pas? Bon... le Premier ministre belge, en 2000, il est allé au Rwanda. Il s'est incliné devant le peuple rwandais pendant les commémorations, comme ça s'est passé, c'est en train de se passer aujourd'hui. Au nom du peuple belge, il a demandé pardon. Il a été suivi par Bill Clinton en 2004, qui a fait le même geste humanitaire. Il y a l'ONU qui l'a fait. Donc, nous attendons de la France surtout que pendant les années du génocide, il y avait des accords de coopération militaire, il y avait quand même des relations très fortes entre la politique française, je parle bien de la politique française, et la politique rwandaise. Donc, aujourd'hui, le seul président français qui Nicolas a été sur c'est Sarkozy en 2010. En 2010,
En 2010, pardon. En 2010, en février 2010, parce que j'étais allée à Public et Sénat. Il a reconnu des erreurs d'appréciation. Des erreurs d'appréciation. Il a contourné, il a trouvé les mots. Bon, on attendait plus, mais on n'est pas gourmand, on se contente de ce qui est dit. Il a au moins parlé des erreurs graves d'appréciation et l'aveuglement. Donc aujourd'hui, on attend beaucoup plus. C'est vrai qu'on a cru qu'on avait avancé. Vraiment, on y croyait. Cette fois-ci, on y croyait. Donc, vous y croyez encore aujourd'hui? Oui, on est de nature optimiste. Oui. Aujourd'hui, par exemple, le président Macron a reçu Ibuka et il y a eu des promesses justement de créer la commission de soutien aux victimes. Nous, on est confiants. Nous, on a de l'espoir. Nous, on bâtit tous sur l'espoir. Alors justement, on va parler un petit peu de l'après, et qui est notamment incarné par un homme, Stéphanie, une figure politique indissociable de l'histoire du Rwanda. Justement, on va en parler. C'est Paul Kagame dont il s'agit. Vous allez le voir à l'image. Ça, c'est Paul Kagame en treillis. C'est d'abord un chef de guerre. Il est patron du FPR, le Front patriotique rwandais, et il mène ses troupes à la victoire. Paul Kagame, président du Rwanda, il en est à son 4e mandat. On peut dire qu'il dirige son pays d'une main de fer. C'est un réformateur, et il a fait de Kigali, la capitale du Rwanda, une ville moderne. On y retrouve tout de suite Myriam Mascarello, qui est l'envoyée spéciale de France 24. On peut dire, Myriam, que le Rwanda a rebondi. 7,5% de croissance moyenne depuis 20 ans. Ce simple chiffre donne la mesure du chemin parcouru par le Rwanda depuis le génocide. Bâtiments, construction, exportation de thé ou de café, 2/3 des Rwandais travaillent encore pour l'agriculture et l'économie reste largement informelle. Mais le pays travaille pour l'avenir. Il est en train de déployer la fibre optique en pleine digitalisation. Il a choisi la croissance verte, il privilégie les énergies vertes et par exemple, il a interdit les sacs plastiques dès 2008. Chaque dernier samedi du mois, c'est jour d'Umuganda. La population est appelée à travailler gratuitement par le gouvernement pour l'environnement et pour la propreté essentiellement. Une marche forcée pour hisser le Rwanda dans le club des économies à revenus intermédiaires. Pour l'instant, le pays fait partie des 20 pays les plus pauvres de la planète. Et pour ça, l'investissement privé sera essentiel. D'ailleurs, la Banque mondiale a classé le Rwanda en 2e position en Afrique, derrière l'île Maurice, pour les pays propices au business. Et puis, autre signe des temps, eh bien, cette année, l'Africa CEO Forum, le Davos africain, a eu lieu ici, à Kigali. Alors, Scholastic Mukasonga, quand on entend ça, on se dit, ça y est, c'est une start-up nation, le mot est à la mode. Il est à la mode là-bas, d'ailleurs, aussi. Oui, non, mais ceci dit, moi, donc, je pense que dans notre malheur, même si il y a encore, je ne peux pas dire de négation, si il est négationniste, surtout, qu'on ne veut nier absolument la force, la chance que le Rwandais a eu d'avoir un leader comme Kagame. Kagame, en fait, la chance que nous avons eue. C'est lui qui est à l'origine de cette Startup Nation, oui, Paul Kagame. Il est au Rwanda. Kagame, il est au Rwanda. Kagame, il voit le Rwanda. Il a une vision. Non, ce n'est pas une vision. C'est-à-dire que Kagame, il n'a jamais vu Hutu et Tutsi. Il a vu un peuple. Au lendemain du génocide, si on n'avait pas eu la chance d'avoir une personnalité, un chef d'État qui a une vision, qui aime son pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui... Mais il le dirige d'une main de fer, Scholastic. Il n'y a pas d'opposants. Ils sont soit en exil, soit ils ont été tués. Ça fait 4 mandats qu'il est là. Ça ne vous gêne pas? Non, je ne suis pas gênée du tout. Kagame, il est de mon âge. Il a vécu la même dimension de discrimination. Le même... comment je peux dire, la honte de voir ce que devenait son pays. Kagame, il a misé. D'abord, quand ils se sont bâtis dans la forêt, sans rien, la faim au ventre, sans rien, ils avançaient en traversant les cadavres de l'air. Il n'y avait plus de famille pour eux. Et ils ont été guidés par le fait, on passe ou on ne passe pas, mais si on passe, on redresse le pays. Et je pense qu'il a tenu... Vous pourriez dire tout de même que c'est une reconstruction à marche forcée, Scholastic. Ce n'est pas forcé, le mot est fort, ce n'est pas forcé. Nous avons une adhésion totale. Aujourd'hui, je pense que absolument, ce n'est pas que les rescapés qui souhaitent voir un autre Rwanda. Je crois que les génocidaires eux-mêmes se réveillent et se rendent compte qu'ils ont été entraînés dans une dimension qu'ils n'ont pas vu venir. Ils ont été
Tout le monde a été dupé, tout le monde a été manipulé. Merci. Le temps file, je suis désolé, Scholastique Mukasonga. Merci d'avoir été avec nous. On va citer très rapidement deux de vos livres, Notre-Dame du Lille, évidemment, prix Renaudot, et puis adaptation au cinéma très bientôt. Et puis toujours un si beau diplôme chez Gallimard. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Sébastien, merci. Scholastique Mukasonga. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24 et sur France Info.